Donc, moi, je vais vous traiter une question qui est pourquoi je monitore le débit cardiaque. J'ai un peu personnalisé la question. L'ambiance web 3.0, 4.0, d'ailleurs, je ne sais pas exactement à combien on est. Alors, la première façon de répondre à la question, elle est assez facile. Je monitore le débit cardiaque parce que j'ai des conflits d'intérêts avec les gens qui vendent des machines de monitorer le débit cardiaque, puisque 100% de mes conflits d'intérêts recensés sur transparence.santé.gouv.fr sont pour des constructeurs de débit cardiaque, au premier rang duquel on a Vigon, qui fabrique le Mostcare, qui m'a donc plusieurs fois payé des congrès jusqu'à ce qu'on publie le papier dans le European Journal of Anesthesia qui montre que ça ne marche pas très bien. Gettinger, qui m'a parfois payé des repas, et Edward Life Science aussi. Alors, du coup, on va reprendre à la base, on va redire un peu des choses qui ont été dites par Benjamin, mais qu'est-ce qui fait tourner le monde? C'est pas l'argent comme vous le laissez suggérer à la fois précédente, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est la plus petite turbine connue au monde, c'est plus petit que la mitochondrie, c'est l'ATP synthase. Donc là, c'est la première fois qu'on a pu la mettre en évidence. Donc on ne la voit pas vraiment dans ce papier de Nature 1997. Ils ont fait un filament phosphorescent qui se colle dessus. Donc on voit qu'elle tourne. Donc l'ATP synthase, c'est la plus petite turbine connue. Donc une turbine, comment ça marche? Vous avez un flux qui passe à travers, et donc elle tourne. Donc l'ATP synthase, elle est là. Il y a un flux de protons qui passe à travers elle, et qui fait qu'elle tourne. Et en tournant, c'est mécanique, elle chope l'ADP et le phosphate, elle les imbrique l'un dans l'autre, et donc ça fabrique de l'ATP. Donc pour que cette ATP synthase tourne, il faut qu'il y ait un gradient de protons entre les deux membranes, les deux côtés de la membrane de la mitochondrie. Le job du reste, donc le gradient de protons est là. Le job du reste de la mitochondrie, c'est de fabriquer ce gradient de protons. Comment il y arrive? On utilise l'énergie qui est délivrée à la cellule, forme de glucose, l'acétyl-CoA qui rentre dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs pédale, et à la fin, il nous rend le NADH plus H+, et le FADH2, qui va libérer des électrons. L'électron, il rentre sur le complexe mitochondrial, et à chaque fois qu'il saute d'un complexe à l'autre, il libère un peu d'énergie. C'est cette énergie qui est utilisée par chaque complexe mitochondrial pour pomper le proton d'un côté à l'autre. Donc l'électron largue son énergie, et l'énergie libérée permet de pomper le proton. Le proton, une fois qu'il est plus constant d'un côté que de l'autre, en passant dans la turbine, il fabrique de l'ATP. Quand on a dit ça, on n'a pas parlé d'oxygène. On a parlé de glucose, acétyl-CoA, ce que vous voulez, n'importe quelle énergie qui rentre dans le cycle de Krebs. On a parlé électrons, on a parlé protons. Alors, à quoi sert l'oxygène ici? L'oxygène, sa fonction, c'est de récupérer le petit électron qui reste, là, celui qui a donné toute son énergie, qui est accroché encore à la complexe 4 de la mitochondrie. Il faut le décrocher pour que l'électron suivant puisse sauter à son tour et libérer son énergie. Donc le rôle de l'oxygène, c'est le camion poubelle, en fait. Il récupère le vieil électron pourri, il le chope, et à partir de ça, il se transforme avec un proton qui est dans la zone, en H2O plus CO2. Donc l'oxygène, c'est le camion poubelle de l'organisme. Et comme on sait, c'est plus emmerdant d'avoir une grève des éboueurs, ça paralyse la ville plus vite que la grève des chauffeurs routiers qui livrent la nourriture, puisque là, vous avez des stocks dans les magasins, puis vous avez des pâtes, un peu de riz, tout ça. Donc, on peut tenir des jours sans bouffer, en tout cas sans être livré en nourriture. Par contre, dès que vous avez la grève des camions poubelles, à J3, les revendications, elles sont acceptées. C'est pour ça que c'est plus crucial dans la chaîne énergétique de s'intéresser à la délivrance en oxygène qu'au reste, puisque ça va être le facteur limitant tout de suite. La délivrance en oxygène, c'est donc, Benjamin l'a dit tout à l'heure, et on est d'accord sur le 1,39, parce qu'il y a une subtilité sur le 1,39 ou 1,34. La quantité d'oxygène qui est amenée au tissu, c'est la DAO2, c'est le débit cardiaque, cardiac output, CO, fois 1,39 le pouvoir oxygénique de l'hémoglobine, fois la concentration en hémoglobine, fois la SPO2. Ça, tout le monde connaît par cœur. Okay. Là-dedans, tout le monde monitore la SPO2. C'est inenvisageable de mettre un malade dans un bloc opératoire ou dans une filmation sans monitorer sa SPO2.
L'hémoglobine, il a sa NUM tous les jours, ou sa NUM deux fois par jour, son HémoQ, tout ça, tous les 4 matins, hyper bien monitoré. Le débit cardiaque, on ne monitore pas. Si vous passez de 7,5 d'hémoglobine à 6,8 d'hémoglobine, branle-bas de combat, on a dépassé le seuil transfusionnel, 2 kg, réaction immédiate, tac, tac. 10% de variation. Votre malade, il avait 98% de saturation, il passe à 88% de saturation, 10% de variation. Branle-bas de combat, vous arrivez en courant, radio de thorax, auscultation, décubitus ventral et tout, entre 10% de variation de la délivrance en oxygène. Le débit cardiaque est chute de 10%, en indifférence générale, de toute façon, on l'a pas mesuré. C'est dommage, parce que quand l'hémoglobine elle baisse, il y a un moyen de s'adapter, c'est d'augmenter le débit cardiaque, donc on peut maintenir la DO2. C'est dommage, parce que quand la SAT elle baisse, il y a un moyen de maintenir la délivrance au tissu, c'est d'augmenter le débit cardiaque. Par contre, si le débit cardiaque baisse, vous n'allez pas augmenter votre saturation, vous n'allez pas augmenter votre concentration d'hémoglobine. Vous avez zéro moyen d'adaptation. Donc ça, c'est une bonne raison quand même de s'intéresser au débit cardiaque. Je ne sais plus ce qu'il y a derrière. Alors, est-ce qu'on a besoin de mesurer le débit cardiaque? Ben non, quand même, on ne va pas faire invasif et tout, puis on est des bons cliniciens, on va s'en sortir, on va deviner le débit cardiaque du malade. Lui, c'est Max Arrivel, c'est le père de la réanimation. Lui, c'est un bon clinicien. Il a inventé ça, vous connaissez par cœur, c'est les signes de choc. C'est son petit schéma de l'époque, 1968, on le retrouve aux archives. Les signes de choc, hypotension, tachycardie, encéphalopathie, marbrure, extrémité froide, oligurie. Pastoche, si le malade il est un peu marbré, hypotendu, il est tachycarde, il a les extrémités froides, il ne pisse pas beaucoup, mais il a le débit cardiaque qui est bas. Et puis s'il n'a pas tout ça, il a le débit cardiaque qui est élevé, quoi, ça va. On ne va pas se faire chier à mesurer le débit cardiaque. Ben, dans ce travail, ils ont dichotomisé leur malade de réanimation en fonction du débit cardiaque bas, donc selon la définition qu'on peut discuter, mais qui est 2,2 d'index cardiaque, pour être précis. Et ils regardent sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative et accuracy de chacun des signes cliniques d'hypoperfusion périphérique. Est-ce que quand le malade il a un signe clinique d'hypoperfusion, ça veut dire que c'est un problème de bas débit cardiaque ou est-ce que ce n'est pas un problème de bas débit cardiaque? Et bien, la réponse, c'est que les signes d'hypoperfusion périphérique, les signes de choc, donc là, c'est temps de recoloration cutanée, marbrure, ça ne marche pas. La sensibilité est très mauvaise. Valeur prédictive positive, 50%, négative, 60%, accuracy autour de 60%. Donc, on n'a pas souvent raison, si on se base sur ces signes cliniques-là, pour savoir si le malade a un débit cardiaque bas, c'est un débit cardiaque qui est normal. Ça marche pour tous. Tachycardie, hypotension, fibrillation auriculaire, encéphalopathie, oligurie, marbrure, temps de recoloration cutanée, extrémité froide. Ça ne marche pas pour tous. C'est-à-dire qu'aucun des signes cliniques ne vous permet de savoir que votre malade a un débit cardiaque qui est bas ou un débit cardiaque qui est pas bas. Et donc, que les signes d'hypoperfusion périphérique que vous observez sont imputables à un bas débit cardiaque ou imputables à d'autres problèmes d'utilisation de délivrance de l'oxygène. Une autre étude s'est intéressée à la question, c'est l'équipe de Jean-Louis Vincent. Qu'est-ce qu'ils font, l'équipe de Jean-Louis Vincent? Alors, ils s'y connaissent un peu en hémodynamique chez Jean-Louis Vincent. Quand ils décident que vraiment le malade, ça ne va pas, on ne comprend pas, on essaie de le réanimer, mais il a l'air d'aller toujours mal, donc on va incrémenter le monitorage du débit cardiaque. On va lui mettre un picot. C'est ce que vous avez dans le placard. Ils mettent le picot, et donc ils vont avoir une mesure du débit cardiaque. Mais avant de brancher le picot, on demande au senior et à l'interne qui s'occupe du malade, à votre avis, quel est le débit cardiaque du malade? Donc c'est une multicentrique, hein, ils ont fait 7 pays, je peux même de réanimation, et donc on a 206 malades qui ont été évalués par 166 internes et 143 seniors, donc il y en a qui peuvent être gérés que par des internes, mathématiquement. Donc normalement, si le docteur est bon, tous les points sont sur la ligne bleue, c'est-à-dire que quel que soit votre débit cardiaque entre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, si vous avez juste, l'écart par rapport au débit cardiaque réel, il est à 0, donc vous êtes sur la ligne. Si vous avez surestimé le débit cardiaque, le point il tombe au-dessus.
Puis si vous avez sous-estimé le débit cardiaque, votre point tombe au-dessous. Alors, suspense absolu. Eh bien, les docteurs, ils sous-estiment le débit cardiaque du malade. En gros, ils pensent que leur malade est fort entre 3 et 5 de débit cardiaque, donc ça ne va pas se finir. Mais en fait, vous voyez que plus le débit cardiaque monte, et plus le docteur sous-estime. Quand les malades ils ont 12 litres de débit cardiaque, ils ont sous-estimé le débit cardiaque de 5 litres, ils pensent que le malade il a plutôt 5-6 de débit cardiaque. Donc, dans la tête du docteur, le malade qui ne va pas bien, il a un débit cardiaque qui n'est pas très élevé. Donc, si vous ne le mesurez pas, vous allez prendre des décisions pour les traiter qui vont viser à augmenter un débit cardiaque qui en fait est déjà élevé dans un certain nombre de cas. De fait, c'est comme le chat de Schrödinger, le débit cardiaque, on ne sait pas s'il est élevé ou pas, ou il est élevé ou pas, j'en sais rien, tant qu'on n'a pas regardé dans la boîte. Ok, très bien, on a mesuré le débit cardiaque et on sait sa valeur. Mais à quoi ça va nous servir d'avoir mesuré ce débit cardiaque? Ça va nous servir à faire des diagnostics déjà. C'est pas mal, la médecine, ça commence souvent là. On va faire un diagnostic, ensuite on va voir si on va faire un traitement. Alors, le raisonnement hémodynamique, c'est un petit rappel, mais des fois, c'est un peu confus dans la tête des gens. Donc, le raisonnement hémodynamique, c'est des étapes. La délivrance en oxygène est-elle suffisante? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Si elle est suffisante, on n'a rien à faire, on peut revenir se coucher. La situation est-elle tenable? Parce que finalement, on peut amener suffisamment d'oxygène au tissu, mais ça ne va pas tenir longtemps. Par exemple, vous avez 5 grammes d'hémoglobine, 180 de fréquence cardiaque, et en fait, ça fait que vous avez un débit cardiaque qui est augmenté, et donc vous avez suffisamment d'oxygène qui arrive au tissu. Donc vous n'allez pas rester à 180 de fréquence cardiaque éternellement. Ce n'est pas parce que la délivrance est suffisante que la situation est tenable sur le long terme. Donc, il y a des situations où la DO2 va être suffisante, mais ça ne va pas être tenable. Ça va être aussi le malade coronarien qui est anémique ou tachycarde. À un moment donné, les organes perfusent, mais enfin, si ça continue, il va faire l'infarctus. Donc, la DO2 peut être suffisante, mais la situation non tenable, et la DO2 peut être insuffisante. Dans ces deux cas, on va devoir trouver le mécanisme de l'insuffisance circulatoire. Une fois qu'on va avoir trouvé le mécanisme, on va pouvoir discuter de comment on va l'améliorer, comment on peut l'améliorer. Et la question, une fois qu'on sait comment on peut l'améliorer, est-ce que la balance bénéfice-risque du traitement qu'on va introduire pour l'améliorer, ça vaut le coup? Donc la place d'une mesure du débit cardiaque dans ce raisonnement-là, il est essentiellement sur quel est le mécanisme de l'insuffisance circulatoire. Alors le mécanisme de l'insuffisance circulatoire des malades qui arrivent dans nos mains, statistiquement, c'est une grande partie, les 2/3, c'est des chocs distributifs. Un tiers, c'est moitié cardiogénique, moitié hypovolémique, et puis un tout petit peu de chocs qui sont d'étiologie obstructive. Ça, cette classification, on la doit aussi à Max Arriveil. Donc Max Arriveil nous a décrit le choc hypovolémique, le choc cardiogénique, le choc distributif avec ses deux formes à basse résistance, puis à haute résistance, puis à basse résistance, et puis le choc obstructif. Pour faire ces diagnostics d'état de choc, dans les tableaux qu'on a tous appris à la faculté, c'est le débit cardiaque et les pressions de remplissage. Et donc le choc hypovolémique, c'est débit cardiaque bas, pression de remplissage basse. Le choc cardiogénique, c'est un débit cardiaque bas, mais par contre avec des pressions de remplissage qui sont élevées. C'est la pompe qui est défaillante. C'est comme ça qu'on diagnostique la pompe défaillante. Le choc obstructif, c'est un peu la même chose, ce n'est pas au même endroit que se situe la défaillance de la pompe. Et dans la partie distributive, il y a la partie à haute résistance, donc c'est l'augmentation de la capacitance veineuse et vasoconstriction périphérique. Ça, c'est comme un choc hypovolémique, ça mime le choc hypovolémique. On va avoir des pressions basses et un débit cardiaque bas. Une fois qu'on l'a réanimé, qu'on a remis un peu de liquide, un peu de pression, que le système recircule, on est sur un choc à débit cardiaque élevé, avec des pressions qui sont normalisées, une pression artérielle qui est normalisée, mais la délivrance au tissu qui ne se fait pas bien, parce qu'il y a le shunt. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, le diagnostic de ces états, classiquement, se fait par une mesure d'un débit cardiaque, une mesure des pressions de remplissage. Donc, pour y arriver, il va falloir quand même mesurer un débit cardiaque à un moment donné. Mais non, j'ai oublié, il y a l'échocardiographie. D'ailleurs, dans la conférence de consensus sur le monitorage hémodynamique, on nous dit l'échocardiographie, c'est la méthode de
préférentiel pour évaluer initialement le type de choc. Il n'y a pas beaucoup de papiers qu'il faut absolument avoir lu en hémodynamique, à mon avis. Et celui-là, là, ah merde, c'est bon. Conférence d'experts de l'ESDIM sur le monitorage hémodynamique Secconi intensificaire MED 2014. Il faut absolument le lire parce que chaque phrase est extrêmement bien pesée. L'échographie, on dit pas que c'est la panacée. Le malade, il arrive, tu ne sais pas ce qu'il a. Au début, initialement, pour évaluer le type de choc, tu peux faire de l'échocardiographie. Ça va te permettre de débrouiller les situations les plus caricaturales. Alors, comment on fait? C'est le RUSH, là, c'est le rapide ultrasonographie in-shock. D'accord? Donc, on va essayer de savoir avec l'échographie si on a un choc cardiogénique, un choc distributif, un choc hypovolémique ou un choc cardiogénique. C'est beau, mais quand on regarde, ça va être un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour évaluer échographiquement notre type de choc? Donc, on évalue la pompe, le réservoir et la tuyauterie. Alors, pour diagnostiquer le choc, alors la tuyauterie, c'est pas très convaincant, c'est la ligne du bas, c'est pipes, les tuyaux. Pour diagnostiquer le choc hypovolémique, on va regarder s'il y a un anévrisme de l'aorte abdominale ou une dissection aortique. Bon, c'est quand même une sous-catégorie de choc hypovolémique. En plus, on ne fait pas un vrai diagnostic hémodynamique, on cherche une maladie qui peut donner un choc hémorragique. Bon, et après les autres, cardiogénique choc, la partie artérielle est normale, obstructif choc, dans les tuyaux, on peut trouver une thrombose veineuse profonde. Bon, on va chercher une phlébique qui est dans l'état de choc, si on en trouve une, on va dire que c'est obstructif. Et distributif choc, c'est normal. Donc, la partie tuyauterie, ça n'a pas l'air super convaincant. Ensuite, le réservoir. Donc là, c'est la veine cave inférieure. C'est la veine cave inférieure. Je ne vais pas faire un topo sur la veine cave inférieure et sur la déférence droite. On aura l'occasion de la jarre de vous inviter. Mais maintenant, on sait que ça ne marche pas très très bien quand même. Donc, on n'a qu'à oublier la partie, la veine cave inférieure. Et donc, il nous reste la pompe. Donc, on va regarder le cœur, comment il fait. Et donc, l'hypovolémique, il est hyperdynamique. Le cardiogénique, il est hypodynamique. L'obstructif, il est hyperdynamique. Et le distributif, il est hyperdynamique. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à discriminer un peu avec une échographie le type de choc, puisque tout le monde est un peu hyperdynamique, sauf le cardiogénique. Alors, vous allez me dire, OK, mais fastoche, le malade, il arrive, il va pas bien, il est hypotendue, le choc, il a de la mémoire. Je regarde si la fraction d'éjection est altérée. Quand même, je sais que c'est un choc cardiogénique. Ah, je crois que j'avais supprimé celle-là. Hop, on y est. Donc, on a une population d'insuffisance cardiaque. Vous avez la FEVG en abscisse et en ordonnée, vous avez l'index cardiaque. Je vous ai montré à 2,2. Donc, en dessous, on est en choc cardiogénique officiellement. On peut discuter de la définition. Et au-dessus, on n'y est pas. Donc, vous voyez qu'entre 10 et 40% de FEVG, on a la moitié des malades qui ont un index cardiaque qui est supérieur à 2,2 et une moitié qui est en dessous. Donc, la FEVG, elle ne vous dit pas que votre malade il est en bas de débit cardiaque. Il y a des malades, ils ont 20 de FEVG, là, quand on leur fait l'écho. C'est de l'IRM. Pourquoi ça fait ça? Là, c'est de l'IRM d'insuffisance cardiaque. On va faire de la réanimation après. Ceux qui ont 20, vous en avez, ils ont 3 d'index cardiaque, et même plus. Si vous faites 70 kg, vous multipliez par 2 à peu près pour avoir le débit cardiaque. Donc à 20% de fraction d'éjection, ils ont 6 litres de débit cardiaque. S'ils sont en état de choc à 6 litres de débit cardiaque, je pense que ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque, c'est autre chose. Là, c'est des malades qui rentrent en réanimation. C'est head of print. Ils rentrent en réanimation avec un diagnostic de choc cardiogénique. Ils ont fait un infarctus, ils sont passés en courant, on les a débouchés, et ensuite ils vont en réanimation. Forcément, ils sont là pour un choc cardiogénique, c'est la pompe qui a défailli. On leur fait une écho, ils ont une fraction d'éjection qui est altérée. Et pourtant, leur volume d'éjection, c'est les volumes d'éjection qui sont rapportés. Il y en a quand même une grande partie, à 20, 30 ou 40% de fraction d'éjection, qui ont 60, 70, 80, 90, même presque 100 de volume d'éjection systolique, 100 millilitres à chaque battement. Je ne suis même pas sûr d'être en train de faire ça, moi. Donc ceux-là, ils ont une fraction d'éjection qui est altérée, mais ils n'ont aucune chance d'avoir un choc qui est d'origine cardiogénique.
le cœur, il fait du débit. Donc, s'ils ne vont pas bien, c'est autre chose que la pompe cardiaque. Donc, si on ne mesure pas le débit cardiaque, qu'on regarde que la fraction d'éjection, on va catégoriser cardiogénique des malades qui n'en sont pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la FEVG, c'est quelque chose de composé. La FEVG, ça nous renseigne sur comment fonctionne le cœur dans les conditions de charge qui sont les siennes. Et donc, la FEVG, elle dépend, ça c'est une courbe de pression-volume. C'est la façon physiologique traditionnelle de représenter ce qui se passe au niveau cardiaque. Vous connaissez ça, vous avez le remplissage du cœur en volume, en abscisse, et en temps donné, la pression intracardiaque. Donc, on se remplit, contraction isovolumique, on éjecte, on aspire, et hop. Okay. Cette fonction cardiaque, elle est déterminée par trois grandes valeurs qui sont la précharge, c'est l'indiastolique volume, alors je les ai fait dans l'autre sens. L'inotropisme, c'est cette droite-là, c'est l'élastance du ventricule gauche. L'élastance artérielle, c'est-à-dire l'ensemble des forces artériolaires et artérielles qui s'opposent à l'éjection du ventricule gauche. Donc ça, c'est le couplage ventricule-artériel. Donc c'est lui, il pousse et lui, il s'oppose. Donc on regarde si il n'arrive pas à pousser contre une force trop élevée, ou s'il arrive à pousser contre une force normale, ou s'il arrive à pousser contre une force basse. Donc c'est le couplage ventricule-artériel. Et la précharge. Et donc la FEVG, elle dépend, elle est censée mesurer déjà surtout le couplage ventricule-artériel, donc la relation entre l'inotropisme et la post-charge. C'est-à-dire qu'un malade qui a un inotropisme normal et une post-charge normale, il va avoir 100% d'éjection. Mais un malade qui a un inotropisme altéré, mais une post-charge basse, peut aussi faire 60% de fraction d'éjection. Et on sait maintenant que ce n'est pas du tout non plus indépendant de la précharge. Donc en fait, quand vous mesurez une fraction d'éjection, c'est intéressant si vous cherchez à évaluer un des paramètres, les deux autres étant connus. Donc si vous êtes sûr que votre malade il a une précharge normale et une élastance artérielle normale, quand vous regardez la fraction de la FEVG s'est altérée, vous être sûr que c'est une altération d'inotropisme. Si votre malade il a un inotropisme qui est normal, une précharge qui est normale, mais une post-charge qui est basse, vous allez avoir une fraction d'éjection altérée, ce qui s'appelle le signe ventricule gauche, un état hyperdynamique, vous êtes sûr que c'est lié à une post-charge qui est basse. Mais quand vous récupérez un malade que vous ne savez pas comment est sa volémie, quelle est sa fonction cardiaque et comment est son élastance artérielle, vous allez avoir du mal à répondre sur la part cardiogénique du problème. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et qu'en cardiologie, ça va très bien marcher, puisque les malades, ils arrivent, ils ont tous une précharge qui est reproductible, ils ont tous une post-charge qui est reproductible, ils ne sont pas choqués. Et donc la FEVG va être un bon reflet de ce qui se passe en termes de fonction pompe. Mais chez nous, ça va pas très bien marcher. Par ailleurs, c'est des états de choc septique. Vous avez la fraction d'éjection et la SVO2. Vous voyez qu'il y a tout un tas de malades qui ont une fraction d'éjection altérée en choc septique. Des SVO2 qui sont normales, pour qui on n'a pas la preuve que cette fraction d'éjection altérée est responsable d'un défaut d'oxygénation tissulaire. Et là, dans cette série, ils n'ont que 3 malades pour qui ils ont à mettre en face d'une FEVG basse, une SVO2 basse. Donc pour qui on peut faire l'hypothèse qu'il y a un problème de fonction pompe qui peut expliquer une saturation veineuse. Je vais les supprimer celle-là aussi. Donc comment on s'en sort pour faire le diagnostic de l'état de notre malade? Eh bien, le mieux, c'est de même pas chercher. Donc ça, c'est Michael Pinsky, c'est un de nos grands-pères de l'hémodynamique aussi, qui a développé le concept d'hémodynamique fonctionnelle. Donc le but n'est même plus de savoir si le malade il a un choc cardiogénique, un choc distributif, un choc hypovolémique, c'est d'essayer de comprendre comment il réagit. Quelle va être sa fonction? Et donc, il a défini 3 règles de l'hémodynamique fonctionnelle. Et le deuxième papier, à mon avis, il faut avoir lu, c'est celui-là. Pinsky et Payen dans Crickcare 2005. Alors, il a fait plein de fois ce papier en l'écrivant un peu différemment. Mais en fait, celui que je trouve le mieux écrit, et c'est peut-être parce que Payen avait parfois cette capacité à synthétiser les choses, c'est celui-là, il est vraiment très clair. Donc, on a 3 questions auxquelles on veut vraiment répondre quand on reçoit un malade en état de choc. La première, c'est si je remplis mon malade, est-ce que son débit cardiaque peut monter?
finalement, il est en état de choc, il n'y a peut-être pas assez de délivrance d'oxygène, donc c'est une question à laquelle c'est intéressant de répondre, parce que si le remplissage permet de faire monter le débit cardiaque, ça peut résoudre le problème. Et en fait, on s'en fout de savoir si c'est de l'hypovolémie, si sa volémie réelle elle est élevée, normale ou basse. Ce qu'on veut, c'est améliorer son débit. Parce qu'on peut améliorer son débit en augmentant la précharge. Est-ce que ça marche? En faisant ça, donc en gros, ça veut dire faire une épreuve de remplissage, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de savoir si le malade peut augmenter son débit quand on le remplit, que de le remplir et de regarder si le débit monte. Je ne fais pas le cours sur les critères de prédiction de la réponse au remplissage, mais je ne pense pas moins. On pourra me réinviter si ça ne marche pas, si je remplis et que le débit ne monte pas, et que le malade ne va pas bien, qu'il y a une délivrance qui est insuffisante, ben on a fait la preuve que c'était la pompe. Que je donne plus à la pompe, elle ne fait pas. C'est forcément la pompe le problème. Donc en faisant ça, une épreuve de remplissage monitorée avec le débit cardiaque bien comme il faut, on a déjà la réponse à est-ce que c'est la pompe, et si ce n'est pas la pompe, est-ce que mon débit augmente? Question 2. Du coup, l'hypotension que j'observe, est-ce que c'est un problème de il n'y avait pas assez de débit, et donc quand j'ai remis du débit, j'ai remis de la pression et j'ai résolu le problème? aka le choc hypovolémique, d'accord, dans un choc hypovolémique, parce que le ventricule gauche, il n'éjecte rien du tout, puis une fois qu'il a récupéré sa charge normale et qu'il renvoie du volume, on n'est plus hypotendu, on peut rentrer à la maison. Ou bien est-ce que l'hypotension, c'est une perte du tonus vasomoteur, comme dans les chocs distributifs vasoplégiques? À ce moment-là, je remplis, le débit cardiaque monte, et je n'ai pas restauré de pression artérielle. Les malades qui ont 12 litres de débit cardiaque du picot de Jean-Louis-Vincent, qui sont hypotendus sous noradré avec des doses élevées. Donc, ce n'est pas le bas débit cardiaque qui est responsable de l'hypovolémie chez eux, c'est la vasoplégie. Donc, en faisant une épreuve de remplissage, on sait si c'est la pompe. Si ce n'est pas la pompe, on sait si l'hypotension, c'est l'hypovolémie. J'ai rempli la pression est montée et ça se tient. J'ai rempli le débit est monté et il a permis de restaurer la pression et ça se tient. C'est plutôt de l'hypovolémie. J'ai rempli le débit est monté, mais finalement, la pression reste toujours hypotendue. Et donc, il y a de la vasoplégie. Et enfin, la troisième règle, c'est est-ce que le cœur va être capable de maintenir cette situation sans entrer en insuffisance cardiaque? Ça, c'est la tolérance, mais je n'en parlerai pas ici. Oui, parce qu'il n'y a pas une relation entre la réponse en débit au remplissage et la réponse en pression au remplissage. Cette relation, elle dépend du tonus vasomoteur. Vous remplissez un malade qui monte son débit, qui monte sa pression, il a un tonus vasomoteur qui est préservé. Vous remplissez un malade qui augmente son débit, mais qui n'augmente pas sa pression, il n'y a pas de tonus de vasomoteur, c'est la vasoplégie. Ici, là, dans cette étude de Monge-Garcia, où ils ont représenté tous les vecteurs débit versus pression, donc on leur fait un remplissage, et vous voyez qu'il y en a certains, je les ai entourés là, tac, 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 celui-là, là, tac, celui-là, 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 celui-là. Ils ont monté leur débit cardiaque, ils ont répondu, et s'ils n'allaient pas bien à cause d'une hypoperfusion via un débit cardiaque insuffisant, on a atteint notre objectif, on a monté le débit avec de la pression, avec du volume. Donc on sait que le cœur n'est pas en situation d'insuffisance cardiaque, il peut augmenter son débit avec plus de volume, et on sait que l'hypotension, elle est liée à une vasoplégie. On a la réponse. De fait, une épreuve de remplissage permet de caractériser presque à la perfection l'état hémodynamique de votre malade, puisque vous savez si débit cardiaque et pression montent, ce qui est plutôt un problème de précharge, et j'ai réglé le problème. Débit cardiaque monte, mais je reste hypotendu, on est sur un problème de perte du tonus vasomoteur. Je n'ai pas répondu à mon remplissage, c'est à l'air d'être la pompe qui est défaillante au premier. À droite, à gauche, on précise pas. Ouais, mais bon, moi je fais un remplissage, je vois bien le malade, il a répondu au remplissage, parce que de toute façon la pression artérielle elle est montée et la fréquence cardiaque elle a perdu 5 points, donc c'est sûr qu'il a répondu au remplissage, donc je n'ai pas besoin de faire le débit cardiaque. Ça c'est pour affiner les histoires de malades en choc septique, tout ça, mais dans les situations les plus fréquentes, on n'a pas besoin, on est une artère, on regarde si la pression monte et la fréquence cardiaque baisse, c'est bon. Donc là ils prennent des volontaires sains, les Suédois là. Je sais pas quoi, des Suédois parce que les Suédois sont barrés.
Ils leur font un bolus de remplissage, et voilà ce qu'on observe. Après le bolus de remplissage, la pression artérielle monte et la fréquence cardiaque baisse. C'est comme quand on fait nous, le coopérateur. Après, ils ont fait une petite subtilité, c'est qu'ils ont refait l'épreuve, mais cette fois-ci, au lieu de le faire avec du solidité qu'on a pris dans le tiroir à température ambiante, on le refait avec du solidité qui est la température corporelle. Et là, le même malade, on n'observe plus de montée de pression artérielle, on observe plus de baisse de fréquence cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on a observé quand on a regardé la fréquence cardiaque et la pression artérielle seule? Sur le côté artériel, la vasoconstriction liée au passage d'un soluté froid. Et sur les versions cardiaques, le début de cardioplégie, vous avez fait en faisant recevoir dans votre cœur un soluté qui est froid. La première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand on a fait, c'est la première étude que j'ai faite où on fait du remplissage avec une interne. On a recueilli les données, on a mis 40 malades, on était content, on a fait répondeur, non-répondeur, avant, après. Dans le groupe non-répondeur, on a une petite astérisque qui sort en face de la fréquence cardiaque. On dit, merde, c'est bizarre. Même non-répondeurs, ils ont baissé leur fréquence cardiaque. Alors, on s'est trompé, tout ça. On a regardé dans les autres papiers, et on a trouvé une noisiocéconie, par exemple. Et les autres, ils observent la même chose, en fait. Dans les non-répondeurs, la fréquence cardiaque, elle baisse. Il y a un petit P significatif. Donc, on a creusé et on a trouvé ça. Donc, on ne peut pas, à partir de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle, savoir si notre malade a monté la fréquence cardiaque, a monté son débit cardiaque. On sait juste qu'on lui a passé un peu vite, un coup de froid. Alors, on n'est pas les seuls à trouver ça, puisque dans cette étude de l'équipe de Xavier Monet et Jean-Luc Teboul, ils ont regardé la réponse au remplissage des malades qui étaient répondeurs. Si on n'avait pas eu le débit cardiaque, en regardant le paramètre standard, fréquence cardiaque, pression artérielle moyenne, pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, pulse presseur et même la variation de delta P. Et bien, ça ne marche pas. Alors, le pire du pire, c'est quand même la fréquence cardiaque, parce que si vous regardez là, le changement de fréquence cardiaque, comme c'est votre malade, la fréquence cardiaque baisse ou ne baisse pas, vous ne pouvez pas dire si le malade a répondu en débit cardiaque ou pas répondu en débit cardiaque. Mais les courbes ROC de la pression pulsée, elles ne sont pas géniales non plus. Même, vous allez voir souvent. Et les courbes ROC de variation de delta PP, le delta PP était à 15, j'ai rempli, delta PP était à 10. On a une EC qui n'est pas géniale, donc on ne saura pas dire si le malade a monté son débit cardiaque ou n'a pas monté son débit cardiaque. Donc si vous voulez savoir si le malade a monté son débit cardiaque, il n'y a qu'une seule solution. Il faut monitorer le débit cardiaque. D'ailleurs, c'est recommandé. C'est pas mal. Je propose de suivre les recommandations. On dit à Lariboisière, c'est des ayatollahs dynamiques et tout. En fait, les recommandations, c'est de mesurer le débit cardiaque et le volume d'éjection pour évaluer la réponse au remplissage et aux inotropes chez les patients qui n'ont pas répondu à une thérapie initiale. Alors, ça veut dire quoi une thérapie initiale? Ça veut dire que ouais, j'étais sûr qu'il était un peu hydraté, je vais faire un remplissage et ça va toujours pas bien. Quoi. Mais on ne va pas mettre 3 jours à décider le débit cardiaque. Si le malade rentre en réanimation ou qu'il fait plus de 2 heures en SSPI, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'a pas répondu à la thérapie initiale. Donc il va en falloir un peu plus. Donc on va essayer de suivre les recommandations, on est capable de les suivre pour les antibiothérapies, mais pas pour Allez, on fait un peu d'hypoxémie. ARDS et hypoxémie. Pourquoi le gars nous parle cardiaque et de la RDS, hypoxémie? C'est l'alvéole. Là voilà l'alvéole. Alors pourquoi on est hypoxémique? Soit qu'on est malade du poumon. Bien parce qu'il y a du shunt. Que l'alvéole, elle n'est pas là toute seule. Elle a des vaisseaux qui la perfusent, qui passent autour et qui récupèrent l'oxygène. Et donc, l'hypoxémie, elle est expliquée par des zones qui sont plus ventilées, mais qui sont toujours perfusées. Ça s'appelle le shunt. C'est une histoire de perfusion. Vous vous souvenez, dans l'Ouest, là, quand vous l'aviez acheté, quand vous étiez externe, c'est des courbes de rapport ventilation-perfusion. Donc là, on a un malade qui shunt. Il a la répartition de sa ventilation qui est en bleu et la répartition de sa perfusion qui est en rouge. Donc, vous voyez qu'elles sont très décorrélées. Il y a beaucoup plus de perfusion que de ventilation. Décale son rapport ventilation-perfusion qui normalement est à 1 dans le poumon.
chaque alvéole qui reçoit 1 litre minute reçoit 1 litre minute de débit sanguin. Ne reçoit pas 1 litre minute, mais chaque zone du poumon qui est à 1 litre minute de ventilation reçoit 1 litre minute de débit sanguin. C'est-à-dire que les zones peu ventilées sont peu perfusées et les zones bien ventilées sont bien perfusées. Donc, on a une équation autour de 1. Quand vous avez une hypoxémie, c'est qu'à un moment donné, vous avez du shunt. C'est-à-dire que vous avez par endroit des alvéoles qui reçoivent moins d'oxygène qu'elles reçoivent de débit cardiaque. Donc là, on a 45% de shunt. Donc on est sur un rapport ventilation-perfusion qui est ici, qui est peut-être autour de 3 ou 4 pour la moyenne du poumon. Dans cette étude-là, Danzer, Chest, 1980, les malades de réanimation en ARDS, ils font de la montée de PEP. Quand ils font cette montée de PEP, ça s'accompagne d'une baisse de débit cardiaque. Vous savez, ça, la montée de PEP, ça s'oppose au retour veineux, donc ça fait de la baisse de débit cardiaque. Cette baisse de débit cardiaque, donc cette montée de PEP, entre la courbe, c'est le même malade. Hein. La courbe 1 et la courbe 2, j'ai refait les courbes parce que c'était assez moche, mais j'ai fait des calcomanies avec le truc. C'est exactement les courbes du papier du malade. La ventilation, elle n'a pas changé. La courbe bleue, elle est exactement pareille. Donc la PEP n'a eu aucun effet respiratoire. Vous n'avez pas ventilé plus votre malade. Par contre, le débit cardiaque dans le poumon a chuté, et donc on se retrouve avec une ventilation et une perfusion qui matchent, donc un shunt qui a diminué. Ce qui montre très bien dans ce papier, c'est que les zones shuntantes, elles sont très sensibles à la réduction du débit. Donc une alvéole qui n'est pas ventilée, normalement une alvéole qui n'est pas ventilée, le vaisseau en regard, il doit se vasoconstricter. C'est la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, ce qui fait que vous ne devez pas être hypoxémique. Si vous êtes hypoxémique, c'est que ce vaisseau est malade, il est dilaté, il est plus répondeur au stimulus. Donc ces vaisseaux très dilatés, ils vont être très sensibles aux variations de débit. Dès que le débit monte, tout va dedans. Dès que le débit monte, tout le débit va dans les alvéoles qui sont malades, avec les vaisseaux qui sont malades. Et donc vous aggravez le champ. Donc ici, la montée de PEP, elle diminue le débit cardiaque, elle ne recrute pas d'alvéoles, elle fait que votre malade chante moins. Donc vous avez la PO2 qui est montée, sans avoir touché à quoi que ce soit au poumon, parce que vous avez fait sur du débit cardiaque. Ça marche avec la PEP, mais ça marche avec tout. Dans ce travail d'une année avant, de la même équipe, ils avaient montré, donc ça c'était sur les modèles animaux, c'était chiens en SPA. Donc, on leur prend, on les endort avec, je ne sais plus, du Pinto, je crois, donc c'est dépresseur myocardique. Donc vous avez le débit cardiaque et le shunt par rapport au baseline. Donc ils mettent du Pinto, c'est le dépresseur myocardique. Le débit cardiaque chute. À ce moment-là, le shunt chute, alors que le poumon n'a pas changé. Et ensuite, ils mettent un inotrope, le débit cardiaque monte et le shunt s'aggrave, puis ils arrêtent l'inotrope, le débit cardiaque baisse et le shunt s'améliore. L'inotrope, il n'a rien fait à l'alvéole, hein, on est d'accord. Ils font aussi sur le retour veineux, ils mettent un ballon dans la veine cave inférieure, ils gonflent, et donc ils ralentissent la quantité de sang qui revient dans le cœur, et donc le débit cardiaque, puis ils dégonflent, puis ils remontent, ça marche très bien. Donc il y a une super corrélation entre la variation de shunt et la variation de débit cardiaque chez les malades en SDRA. C'est la courbe dont on est revenu sur le papier chez les malades en SDRA. Donc on sait depuis 40 ans que plus que on débite dans le SDRA, plus que vous allez diminuer le débit, plus que vous allez diminuer le shunt, et plus que la PaO2 va monter. Bon, on s'est permis de le, comme ça avait l'air d'être un peu oublié, on s'est permis de le rappeler avec la Covid, parce qu'on s'est retrouvé pas mal de SDRA. Et donc, on a passé ce papier dans BGA. Et donc, dans ce papier, on fait des montées de PEP à nos malades qui sont atteints d'un SDRA. Et donc, on leur fait 5, 8, 10, 12, 15, 18. Et ça marche super bien. À 18 de PEP, il n'y en a plus un qui est hypoxémique. Ils ont 200 de PO2, certains encore plus. On est super content et le shunt, il a diminué. Sur la compliance, c'est pas très net. Alors en moyenne, ça n'a pas bougé. Si on regarde en détail, on a quand même l'impression que 5, 8, 10, on a gagné sur la compliance et qu'ensuite, par contre, c'est plus si sûr que ça. Et le débit cardiaque, plus on monte la PEP, plus le débit cardiaque chute. Alors on peut dire, bon, on s'en fout, on a 400 de PO2, quoi. On est super content. Sauf que la PO2, elle rentre très peu dans le calcul de la délivrance en oxygène. Par contre, le débit cardiaque qui a perdu 25%, lui, il rend compte. Et donc, en fait, l'effet net de j'ai monté la PO2, mais j'ai
je l'ai obtenu en baissant le débit cardiaque, c'est qu'on a moins d'oxygène disponible pour le malade. Là, on a 400 de P sur F, on lui apporte moins d'oxygène qu'avant, parce qu'on a fait baisser le débit cardiaque. D'ailleurs, c'est recommandé, on dit dans la RDS, on doit réserver les PEP élevés aux malades chez qui ça améliore l'oxygénation sans détériorer la compliance et l'hémodynamique. Alors, si pour nous, l'hémodynamique, c'est un chiffre de pression artérielle, une consommation de noradrénaline, ça va aller, mais si on sait que le rôle de l'hémodynamique est de délivrer de l'oxygène au tissu, eh ben, on ne va pas mettre de PEP élevé chez les malades chez qui l'amélioration de l'oxygénation est obtenue sans recrutement, mais par une baisse du débit cardiaque. Ça, si vous ne mesurez pas le débit cardiaque quand vous avez été SDRA, vous ne pouvez pas vous en sortir. Conclusion. Pourquoi je mesure le débit cardiaque? On a vu, c'est le paramètre hémodynamique qui est le plus directement lié à la DO2 et à ses variations. De tous les éléments de la DO2, c'est celui qui va varier le plus vite, c'est celui qui va être le plus sensible. C'est impossible de savoir ce que fait le débit cardiaque et ses variables et comment il varie si on ne mesure pas le débit cardiaque. Tout le reste, ça ne marche pas. Donc, si votre malade mérite le gold standard, mettez-lui un moniteur de débit cardiaque. L'étude de la réponse aux épreuves thérapeutiques est nécessaire pour faire le diagnostic du mécanisme de l'insuffisance circulatoire. Si vous ne mesurez pas le débit cardiaque en faisant une épreuve de remplissage, vous ne pouvez pas savoir quelle est la défaillance dans votre système circulatoire qui est responsable de l'état de votre malade. Et enfin, pourquoi je mesure le débit cardiaque? Parce que quand je fais une montée de PEP, l'effet sur le débit cardiaque est au moins aussi important que celui sur la PO2 et la compliance. Ça va, ça fait 4 petits messages. Vous arrivez à souvenir. Est-ce qu'il y a des questions? C'était trop long. La question, c'est comment monitorer ce débit cardiaque? Est-ce que c'est Doppler pour tout le monde, œsophagien? Nous, on fait Doppler œsophagien. Parce que c'est un bit-to-bit, donc ça va être très sensible aux variations rapides. Et on considère que c'est le gold standard de la variation, de la mesure de la variation. Sachant que la SWAN est considérée comme le gold standard, enfin, la thermodilution est considérée comme le gold standard de la mesure absolue, juste parce que c'est le premier qu'on a eu. Il n'y a pas de raison qu'elle est plus juste qu'un Doppler œsophagien. Donc le Doppler œsophagien, pour moi, c'est l'idéal. Toutes les techniques de pulse contour, on attend les papiers qui montrent que ça marche. Et la thermodilution, c'est bien, mais c'est un délai de réponse qui est long. Que ce soit le PICO, il faut faire 3 bolus à chaque fois qu'on pense que le débit a potentiellement changé, ou que ce soit même les SWAN à débit continu, où en fait il faut une vingtaine de minutes à la machine pour s'équilibrer. Donc quand vous faites un remplissage avec une SWAN à débit continu, il faut aller semer une clope entre les deux évaluations. Sinon, c'est pas forcément.